Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du lycée de cisaillement rectiligne. Je vais t'expliquer comment interpréter cet essai selon la NFP 94-071. Si tu as un peu de temps, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire une annonce très importante qui pourrait t'intéresser. Si tu veux également cette présentation PowerPoint, dis-le moi en commentaire en laissant ton adresse d'email pour que je te l'envoie. Je vais commencer par t'expliquer un peu de théorie parce qu'à mon avis, il est très capital de connaître la théorie pour bien comprendre ce qui va suivre. Donc, un petit rappel du lycée, tu te rappelles forcément de le solide sur le plan incliné qu'on a étudié en physique au lycée. Donc, le solide sur le plan incliné, en fait, il est soumis à une force principale qui est son poids propre. Et son poids propre peut être décomposé en deux. Nous avons le poids suivant la direction Y, qui est la composante normale au plan de glissement, et nous avons la composante suivant X, qui est celle-ci. Donc, pour que le solide soit stable, il faut que la composante stabilisatrice à la base, qui est liée au frottement ici, soit supérieure en fait à la composante du poids qui tend à tirer le solide vers le bas. Donc, c'est cette relation-ci tout simplement qui traduit cela. Or, nous savons de la mécanique des solides que la force de frottement est proportionnelle en fait à la force normale. Donc, si je remplace ici dans la relation du haut, j'obtiens donc le coefficient mu multiplié par la composante normale au plan doit être supérieure à Px. Et si j'appelle A la surface de contact entre le plan de glissement et le solide sur le plan incliné, alors notre première relation peut s'écrire comme nous pouvons voir ici en bas, ici. Donc, si je considère le rapport PY sur A ainsi que le rapport Px sur A, les deux rapports en fait ce sont des contraintes puisque j'ai une force divisée par la surface, ce sont des contraintes. Donc nous obtenons cette relation, mais la particularité également de PY sur A, c'est que c'est une contrainte normale puisque PY c'est la composante perpendiculaire au plan de glissement. Donc ceci correspond à la contrainte normale appliquée au plan de glissement. Donc à partir d'ici, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est cette dernière relation. Nous pouvons dire au final que la force de la contrainte de cisaillement ou bien la contrainte de frottement à la base de notre surface inclinée, que j'appelle ici tau, est proportionnelle à la contrainte normale appliquée. C'est cette relation-ci qui est capitale à comprendre et à retenir pour ce que nous allons faire dans la suite. Peut-être tu te demandes où est le rapport avec la géotechnique, mais attends, je vais t'expliquer. En 1776, Coulomb a utilisé cette théorie justement pour définir un modèle plastique du sol. Si nous augmentons une charge verticale normale, sigma n, alors à un certain moment, il va se produire une surface de rupture dans le sol. Et par rapport à cette surface de rupture, il y a une force de cisaillement tau. Donc au moment de la rupture, Coulomb dit que l'effort de cisaillement de rupture est égal à cette expression mu sigma n plus c'. Ça c'est exactement l'expression que nous avons vue avant. Maintenant tu comprends le rapport. Plus c'. C' c'est une valeur, c' c'est un coefficient. Et dans cette expression en fait, nous avons mu. Il dit que mu c'est la tangente d'un certain angle. Et cet angle est défini donc comme étant l'angle de frottement interne, et C' qui était la constante de tout à l'heure, c'est la cohésion. Donc c'est de là que découle la fameuse relation que nous connaissons très bien en mécanique des sols. La contrainte de cisaillement est égale à la tangente de l'angle de frottement interne multiplié par la contrainte normale effective plus la cohésion. En réalité, cette expression c'est l'équation d'une droite de la forme Y qui est tau est égal à A qui est tangente phi, X qui est la contrainte normale effective, plus B qui
qui est la cohésion. Donc, si nous traçons la courbe de la contrainte de cisaillement en fonction de la contrainte normale, nous allons trouver une droite avec pour caractéristique A qui est la tangente de l'angle de frottement interne et B qui est la cohésion. Le but donc de l'essai de cisaillement direct, c'est de déterminer les paramètres de résistance au cisaillement rectiligne des matériaux soumis à essai. Donc en termes très simples, ça revient à trouver phi' qui est l'angle de frottement interne du sol et C' qui est la cohésion effective du sol. Voici l'appareillage qui permet de faire l'essai. Par rapport au mode opératoire, l'essai se fait sur 3 échantillons distincts. En réalité, lorsqu'on a un échantillon comme celui-ci, on exerce une charge N1 au-dessus une charge normale. On soumet l'échantillon au cisaillement à une force T1. On fait la même chose pour un deuxième et pour un troisième échantillon, de telle manière que N1 soit inférieur à N2 et inférieur à N3. Pendant l'essai, les forces de cisaillement T1, T2 et T3 sont enregistrées ainsi que les déplacements horizontaux et verticaux. Donc une fois qu'on a ces données, on les interprète de cette manière. Lorsqu'on divise en réalité les forces à appliquer par la section, on obtient les contraintes de cisaillement pour la force de cisaillement et les contraintes normales pour les forces normales. Du coup, avec les valeurs calculées et les valeurs enregistrées, on peut tracer ce graphe-ci. Tu te rappelles, je t'ai dit au début que la relation qu'il y a à la contrainte de cisaillement à la contrainte normale, en fait, c'était une droite selon Coulomb. Donc, on peut placer ces 3 points correspondant aux 3 échantillons sur un graphe comme un nuage de points. On peut faire une interpolation et on peut trouver les caractéristiques de la droite qui sont A et B. Et en A, on sait que A c'est la tangente de l'angle de frottement interne qu'on cherche. Donc on peut faire tangente moins 1 et on trouve l'angle de frottement interne. Et on sait également que l'ordonnée à l'origine c'est C, la cohésion qu'on cherchait. Donc voilà les 2 paramètres principaux qu'on cherchait. On peut tracer le graphe de la contrainte de cisaillement en fonction du déplacement. Et là, ça nous renseigne sur le degré de densité du sol. Si cette courbe n'a pas de pic, ça veut dire que le sol est lâche. Or, dans notre cas, la courbe a un pic, donc notre sol est dense. Et on calcule alors dans ce cas l'angle de frottement interne et la cohésion à ce niveau au pic et à ce niveau les valeurs résiduelles. C'est pour ça que tu vois ici, j'ai 2 courbes qui correspondent à la contrainte de cisaillement en fonction de la contrainte normale au pic et les valeurs résiduelles. Et enfin, on peut tracer également la courbe du déplacement horizontal et le déplacement vertical. Voici la surprise dont je te parlais au début. Je suis en train de concevoir un logiciel qui va te permettre de traiter d'une manière rapide et automatique les résultats d'essais de cisaillement rectiligne. Donc voici à quoi ressemblera plus ou moins le logiciel avec l'interface et tous les paramètres. Et il va te permettre de produire un rapport qui est exactement comme celui-ci. Donc ce rapport-ci, c'est le logiciel qui a produit ça, mais il est encore en cours de développement. Mais il sera disponible dans les mois à venir. Donc n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque je publierai une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne quand ça sera prêt.